demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Télé 7 pour vous informer tout de suite les titres de ce journal. La réplique du Premier ministre aux préoccupations des députés nationaux intervient ce samedi. Le Premier ministre doit avoir eu besoin d'un jour supplémentaire pour rencontrer toutes les questions des élus du peuple. Le ministre de l'Intérieur était jeudi devant la représentation nationale. Richard Mouyej devait répondre à la question d'actualité du député MLC Germain Kambinga sur les événements intervenus à Kinshasa, Lubumbashi et Kindu le 30 décembre dernier. La province de l'Équateur est sur le point de vivre le sort du Nord Kivu. Outre l'arrivée massive de rebelles de la Séléka à Zongo, la province fait face à la montée des conflits interethniques. C'est le cas de la situation de Bumba où les Mbouza et les Lokele sont depuis quelques jours sur le pied de guerre. La pluie diluvienne s'est abattue ce vendredi à Kinshasa a causé d'énormes dégâts matériels. Vous verrez dans quelques instants la situation à Kinsesson et à Matete où l'on signale des inondations. La principale artère qui relie les deux communes est coupée. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue à tous. Bonsoir. Situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Après les événements du 30 décembre dernier, Richard Mouyej bat le rappel des troupes. Les ministres provinciaux ayant en charge les affaires intérieures et la sécurité sont tous à Kinshasa. Ils se réunissent autour du ministre national de l'Intérieur sur des mesures sécuritaires appropriées à prendre après ces événements malheureux. Ils doivent sans nul doute repartir dans leur juridiction avec des consignes susceptibles de leur permettre de tordre le cou aux folles rumeurs qui courent depuis quelques jours sur une attaque imminente du pays. La rencontre de ce jour a tourné essentiellement autour des mesures prises sur instruction du chef de l'État par le gouvernement central pour lutter contre la criminalité dans les grandes agglomérations du pays. Parmi ces mesures, il y a notamment l'élargissement des opérations Likofi 1 et Likofi 2 sur toute l'étendue nationale. La réglementation de la circulation des motos dans les grandes villes, mettant l'accent sur l'identification des motos et des motards, ainsi que l'exigence du port des casques par les motards et les clients. L'interdiction formelle de circulation des véhicules et motos sans plaque d'immatriculation. La réglementation du fonctionnement des églises et des ONG avec des mesures de police à prendre à l'encontre des contrevenants. La suppression des postes de garde non autorisés. La sensibilisation pour le recrutement dans la police nationale congolaise. D'autres points se rapportant aux mesures relatives à la réforme de la territoriale ont été évoqués, dont le coup d'accélérateur a donné au processus de décentralisation et le fonctionnement des entités territoriales décentralisées et déconcentrées. À ce sujet, justement, le ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières était jeudi à l'Assemblée nationale. Il a répondu à la question d'actualité du député national
Kambinga sur les mesures prises par le gouvernement pour éviter la récidive. Richard Mouyej s'est voulu rassurant. Il a annoncé une série de mesures prises par le gouvernement pour sécuriser la population et ses biens. Jemima Mogo. Après le Sénat, Richard Mouyej devait également donner des explications aux députés sur les événements du 30 décembre dernier. À la demande de Germain Kambinga, le ministre de l'Intérieur n'a pas changé de version. Les services de sécurité étaient bel et bien au courant des préparatifs de l'entreprise criminelle qui a une fois de plus fait couler le sang à la veille du réveillon. Quant aux mesures de sécurité des institutions de la République, notamment l'institution président de la République, le ministre s'est voulu rassurant. Malgré l'assaut, les forces de l'ordre ont vite réagi pour reprendre le contrôle de la situation. Une commission d'enquête est à pied d'œuvre. Ces conclusions détermineront le degré de responsabilité des uns et des autres dans cette affaire. À ce niveau, le ministre de l'Intérieur a révélé que les assaillants arrêtés sont devant la justice. Son ministère a pris l'engagement de redynamiser la cellule de renseignement afin d'assurer une plus grande coordination des opérations éventuelles contre ce type d'attaque. Michel Diotoja accepte de jeter l'éponge à la demande de ses pairs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Arrivé au pouvoir l'année dernière à la tête de rébellion, l'homme de Bangui est contraint à la démission. Il est accusé par une grande partie de la communauté internationale d'être à la base du conflit ethnique qui fait des victimes dans son pays. Joseph Kabila prit part active à ce sommet extraordinaire de 2 jours convoqué par le président tchadien qui est aussi président en exercice de la CEAC. Les échanges ont tourné sur la grave crise qui déchire la République centrafricaine. Les détails avec nos confrères de la presse présidentielle. D'États africains, des pays membres de la CEAC réunis en la salle du palais du 15 janvier à N'Djamena, capitale du Tchad, ont suivi la cérémonie d'ouverture officielle des travaux qu'a présidé leur homologue Idriss Déby Itno, président en exercice de la CEAC, qui a prononcé un discours dans lequel il a expliqué la situation tragique que traverse la République centrafricaine dans une spirale de violence. L'orateur a lancé un appel pressant aux pays membres, à la communauté internationale et aux instances de l'Union africaine pour une mobilisation tous azimuts afin de sortir la Centrafrique du bourbier et d'extirper de ses entrailles le cancer de la violence qui la ronge dans son âme plusieurs années. Il faut prendre le taureau par les cornes. Idriss Déby, président en exercice du haut de la tribune, a sensibilisé ses pairs chefs d'État, Denis Sassou Nguesso, Joseph Kabila Kabange, Ali Bongo, Pinto da Costa et Michel Diotoja, y compris plusieurs hautes personnalités présentes à l'ouverture. L'urgence sécuritaire et humanitaire. Nous devons tout mobiliser au profit de la République centrafricaine. Quelles que soient les difficultés économiques qu'elle connaissent aujourd'hui à des degrés différents, nos pays, nous devrons redoubler d'efforts et consentir plus de sacrifices afin que la République centrafrique renoue avec la paix, la sécurité et la démocratie. Mais il faut l'avouer, la situation demeure complexe et inextricable au regard de la modicité et la précarité des moyens matériels et financiers que nous avons à notre disposition. C'est pourquoi je lance un appel à toute la communauté internationale pour une mobilisation accrue au profit de la Centrafrique, mais également au pays. Un huis clos a eu lieu loin de l'œil de la caméra. Ce dossier brûlant a été passé au scanner au palais du 15 janvier et d'importantes résolutions et recommandations vont sanctionner la fin des travaux prévus le vendredi 10 janvier 2014. Une délégation de la MONUSCO séjourne depuis mardi à Zongo dans la province de l'Équateur. Elle est partie avec la mission de mettre fin à la situation qui prévaut dans cette partie du pays. En effet, outre la présence de rebelles Séléka qui menacent sérieusement la paix, la province fait face à un autre conflit ethnique qui oppose les Mbouza aux Lokele. Les détails dans cette correspondance de notre confrère Delphin Ebois, joint au téléphone depuis Mbandaka par Mariam Boya. La ville de Zongo, située en face de Bangui, capitale centrafricaine, connaît un afflux de réfugiés ainsi que des Congolais résidant en Centrafrique. Cela fait suite aux conflits armés à Bangui. Au nombre de ces fuyards, les sources sur place font état d'une éventuelle présence des éléments de Séléka congolaises.
Pour tirer la situation au clair, une délégation de la MONUSCO et de la société civile séjourne à Zongo pour une campagne de sensibilisation, de cohabitation pacifique entre les Congolais et les réfugiés centrafricains. Par ailleurs, à Bumba, suite à un incident de circulation routière survenu le 1er janvier dernier, où un motard avait percuté de plein fouet un piétons Boudja. Les Boudja en colère ont incendié plusieurs maisons au quartier Lokele en signe de vengeance. Pour étouffer dans l'œuf ce conflit interethnique en gestation, le ministre provincial de l'Intérieur, Michel Villene, a été dépêché à sur instruction du vice-gouverneur Sébastien Ipeto afin de jouer aux sapeurs-pompiers. Mbandaka, TV7, Bertin et Bois. Et c'est dans ce contexte qu'est intervenue la cérémonie de remise et reprise à l'inspection générale de la police nationale congolaise. Constantin Moussereva, ancien inspecteur général de la police, a remis le bâton de commandement à son successeur, le commissaire divisionnaire Jean-Dieudonné Oleko. La cérémonie s'est déroulée au quartier général de la police nationale congolaise en présence du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC. Passation de commandement à l'inspection générale de la police nationale congolaise. Le commissaire divisionnaire Jean-de-Dieu Oleko a reçu l'étendard de main du commissaire divisionnaire sortant, le général Constantin Moudekereza, qui vient de passer 50 ans au service de la nation. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Monguez-Mons. Ce devant témoin, le partenaire internationaux qui interviennent dans la réforme de la police. L'inspection générale de la police particulièrement est au terme de l'article 2 de la loi subventionnée appelée à jouer un rôle primordial dans l'avènement d'une police nationale qui soit un service public, civil, accessible à l'écoute de la population et chargé de la sécurité et de la tranquillité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien du rétablissement de l'ordre public, ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités. L'inspection générale de la police s'occupe de l'audit, du contrôle, d'enquête et d'évaluation des services de la police nationale, contrairement au commissariat général qui est une structure de commandement. 3 jours après l'enterrement du général Mamadou Ndala, sa famille biologique de culture musulmane a voulu rendre le dernier hommage à ce vaillant militaire de FARDC. Plusieurs personnalités, dont les officiers militaires, ont répondu présents à cette cérémonie. Des rituels, des chansons et d'autres prières ont également été dites à cette circonstance. C'est un reportage de Paul Félicien Nangana et Dieu-Merci Sweka. Ils sont venus nombreux, Coran à la main, pour le respect des rituels. La grande famille du général à titre posthume Mamadou Ndala pleure à sa manière l'officier selon la tradition musulmane. Visiblement attristé, Tarati Bounasser, frère aîné de Mamadou Ndala, circonscrit le cadre de cette cérémonie. Chez nous, les musulmans, 3 jours après la mort, nous sommes obligés de faire les doigts. Je demande seulement à Dieu que son âme repose en paix. Nous sommes musulmans. Selon le Coran, on nous dit que toute âme doit goûter la mort. Bon, c'est ce qui est arrivé au général. Il a goûté la mort. On attend les jours de la résurrection. Plusieurs officiers supérieurs de FARDC assistent eux aussi à cette rencontre. Pour le colonel Olivier Amouli, porte-parole de FARDC au Nord Kivu, ami du défunt, le nom de Mamadou Ndala restera à jamais gravé dans la mémoire des Congolais, surtout ceux de l'Est du pays. Nous avons survécu à plusieurs obstacles. Moi et lui, nous sommes sortis indemnes, là où il y avait des combats jour et nuit. On a perdu beaucoup d'officiers, on a perdu des militaires. Mais ce qui m'enchante à moi, c'est de voir qu'il est mort dans les services. Et c'est ça, le destin du soldat, le destin d'un officier, d'un commandant en temps de guerre. Pour nous les militaires qui sommes engagés, la vie c'est une exception et la mort c'est la règle. Nous ne pouvons que dire à Dieu
d'accueillir son âme et qui se repose en paix à jamais, mais seulement son mémoire et son nom restera à jamais dans la mémoire des Congolais. Un message de paix a également été lancé par le colonel Massi, originaire du territoire de Wamba, terre natale de Mamadou Ndala. Le message est tombé comme un éclair. C'est dur, c'est très dur. Et nous sommes tous affectés, même les frères qui sont à Wamba, à Ibambi, à Pao, à Isiro, et les collègues de Mamadou aussi. Alors, on ne peut rien faire. Ça, c'est le destiné de l'éternel. Cet rituel musulman a définitivement mis fin au deuil du regretté Mamadou Ndala, général en titre posthume. Je le disais en ouverture de ce journal prévu pour ce vendredi, c'est plutôt ce samedi que Matata Ponyo rentre à l'hémicycle pour répliquer aux différentes préoccupations soulevées par les députés nationaux mardi lors de la présentation du projet de loi des finances pour l'exercice 2014. Quelles sont les grandes lignes de ce budget? Éléments de réponse dans ces commentaires de la rédaction avec Bijomboui. Comme pour les budgets des 2 dernières années, le projet de loi des finances pour l'exercice 2014 poursuit la mise en œuvre des innovations de la loi relative aux finances publiques, notamment les principes de gestion axés sur les résultats, de pluriannualité et de décentralisation. Les allocations stratégiques de 2014 reflètent les politiques publiques que le gouvernement entend mener en rapport avec son programme d'action. Le projet du budget du pouvoir central de l'exercice 2014 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 7 611,8 milliards de francs congolais, équivalent à 34,9% du PIB, soit un taux d'accroissement de 4,9% par rapport à l'année précédente. Le budget général se chiffre à 6 787,4 milliards de francs congolais, les budgets annexes à 516,4 milliards de francs congolais et les comptes spéciaux à 307,9 milliards de francs congolais, soit des parts relatives respectivement de 89%, 7% et 4%. Par rapport au budget général, l'allocation par axe du programme d'action du gouvernement se décline comme suit. La poursuite et la finalisation des réformes demeurent relativement constantes à raison de 30% en 2014 contre 32% en 2013, soit un crédit de 2061,3 milliards de francs congolais, essentiellement pour l'organisation des élections sénatoriales, provinciales et locales. L'appui au mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, l'organisation du recensement général de la population, la construction des tribunaux de paix ainsi que la réhabilitation des centres pénitentiaires civils et militaires. L'objectif relatif à la consolidation du cadre macroéconomique voit sa part varier de 21% en 2013 à 24% en 2014, soit une enveloppe de 1 643,9 milliards de francs congolais. Quant à la poursuite de la construction et de la modernisation des infrastructures de base, on note l'assèchement des ressources extérieures de financement des projets, en particulier dans le secteur des routes. Sa quote-part baisse donc de 13% en 2013 à 7% en 2014, soit un crédit total de 437,7 milliards de francs congolais en 2014 contre 823 milliards de francs congolais en 2013. Les principales actions portent essentiellement sur la réhabilitation des immeubles de l'État pour en réduire les coûts de location, la poursuite de la réunification routière, le projet d'appui au développement du site d'Inga ainsi que le projet d'électrification périurbaine et rurale. L'objectif relatif à l'amélioration du cadre de vie et des conditions sociales de la population demeure la priorité de votre gouvernement. Son enveloppe est maintenue à 37% en 2014, soit une enveloppe de 2 533,4 milliards de francs congolais, devant servir notamment à l'amélioration de la desserte en eau potable en milieu rural, à l'électrification des diversités et villes ainsi qu'à la remise en service des groupes électrogènes dans les chefs-lieux des provinces. Le renforcement du capital humain et de l'éducation à la citoyenneté voit ses crédits passer de 0,60% en 2013 à 0,70% en 2014, soit un total de 47,8 milliards de francs congolais octroyés pour l'installation des faisceaux et émetteurs dans le cadre de la télévision numérique terrestre et celui du monitoring assuré par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Les actions du gouvernement seront financées par les recettes internes de l'ordre de 4 818,8 milliards de francs congolais et des recettes extérieures de 1 968,6 milliards de francs congolais, soit respectivement 63,3% et 25,9% des recettes du budget général. La pression fiscale se situera à 22,1% contre 21,1% en 2013.
Et les organisations non gouvernementales du secteur de l'éducation se disent déjà déçues. Le chef du gouvernement n'a pas tenu sa parole, combien même le budget alloué au secteur est passé de 15 à 17%. Godé Kayembe de la Lisadel regrette que la fameuse rubrique Autres affaires de l'éducation soit maintenue alors qu'elle consomme l'essentiel de l'enveloppe destinée à l'enseignement. Le président de la Lisadel est interrogé par Charlie Tonsi et Pati Alouma. Nous avons plaidé en faveur de l'augmentation du budget à 30% de l'éducation pour permettre à tous les enfants d'accéder au système éducatif, considérant le fait qu'il y a 7 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Malheureusement, lorsque nous constatons le budget actuel, il n'y a pas eu de changement. Le budget est resté presque le même parce qu'il y a eu une augmentation de 2%. Ils sont partis de 15% à 17%. Or, nous avions demandé à ce que le budget augmente de 30%. Et dans le 17%, c'est 82% de ce budget sera alloué à ce qu'ils appellent autres affaires concernant l'éducation. Et cet argent va servir à payer le salaire des enseignants, plutôt des fonctionnaires qui sont au niveau des cabinets, au niveau du secrétariat général. Cependant, les enseignants ne pourront rien bénéficier pour que les enfants puissent aller à l'école gratuitement comme prévu. Les parlementaires doivent savoir que ce qu'ils ont élus, ils ont élu juste pour qu'ils règlent le problème de la santé et de l'éducation. Parce que la part des électeurs se trouve dans l'éducation et dans la santé. Si les parlementaires ne peuvent pas se déployer pour que le problème de l'éducation soit pris en compte, afin que tous les enfants, tous les électeurs, les enfants des électeurs puissent bénéficier de la formation adéquate, je crois qu'ils n'auront pas fait œuvre utile. La pluie diluvienne qui s'est abattue ce vendredi à Kinshasa a causé plusieurs dégâts, surtout à Kinshasa, où de familles entières ont passé la nuit à la Belle Étoile à cause des inondations. Les habitants de ces coins invitent les élus de leur circonscription et les autorités urbaines à prendre vite des dispositions avant que le pire n'arrive. Mariam Boya et Cédric Kidimbo. Il ne pleut plus à Kisenso, mais la pluie de la nuit dernière a laissé des empreintes au quartier Kipata. Dame la pluie a tout emporté sur son passage, les meubles, habits, appareils électroménagers, mais aussi des documents importants engloutis. Cet homme trouvé sur les lieux de la catastrophe tente d'évacuer les eaux qui envahissent sa maison. La source de cette inondation, c'est le pont Onatra. Les murs des sacs que nous avons placés le long de l'avenue sont abîmés. Tout est abîmé, dit cet homme. Cette femme, par contre, s'en prend aux élus du peuple de cette circonscription. Elle avoue qu'elle ne votera plus personne, car celui à qui elle dit avoir donné sa voix n'est plus jamais revenu à sa base. Cette fois, je ne voterai pas. Nous allons nous entendre pour que ces élus se votent seuls avec leur famille. Trop, c'est trop. Cette autre femme émue manque de mots pour traduire sa peine. Ça fait 2 fois. Nous allons dormir dans l'eau ou que l'on fasse quoi? Le bourgmestre de la commune ne vient jamais après de telles situations. Toutefois, il envoie de sacs pour empêcher les érosions, affirment les habitants de Kisenso. Il n'habite pas ce côté, il ne vient même pas ici. Rien à dire, c'est vraiment une peine, dit cette femme. Cette catastrophe survient en un moment où la commune est en train de connaître un début d'urbanisation. Cette inondation est due aux eaux de pluie qui débordent le pont du marché Rail. La population interpelle le pouvoir public à vite penser à prendre des mesures appropriées avant que les pires n'arrivent. Non loin de là, l'avenue de la Paix, ce tronçon qui sépare la commune de Matete à celle de Kinshasa, est devenu impraticable après cette même pluie. Ici aussi, on lance le même cri d'alarme. Les pouvoirs publics doivent intervenir et le plus tôt serait le mieux. Mariam Boya et Cédric Kidimbo. Cette route est la seule voie qui sépare la commune de Matete à celle de Kisenso. Aujourd'hui, elle est désormais impraticable après la pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa ce vendredi. Les personnes trouvées ici regrettent que leurs cris de cœur tombent toujours dans les oreilles des sourds.
Ils en appellent à la réaction rapide avant que les pires n'arrivent, car l'avenue de la paix est une priorité pour le peuple de Kisenso. Que le bourgmestre de Matete lui-même vienne voir. Si seulement une pluie s'abat, on ne retrouvera plus rien ici. Que cette route soit une priorité pour les dirigeants, au lieu de s'occuper seulement d'autres routes, dit cet homme. Leur canalisation d'eau est bouchée. Avoir cette eau, elle provient peut-être de 20 quartiers. Si elle traverse le rail, nous sommes inondés. Désormais, je ne crois pas que s'il pleut, les maisons résisteront, dit cet autre homme. Par ailleurs, les deux communes proches devraient être accessibles afin de faciliter les petits commerces. La population se dit délaissée car à chaque passage des autorités dans ce coin, elles promettent toujours de réhabiliter cette grande artère. Toutes ces promesses sont restées lettres mortes. Je vous invite à présent à suivre la revue de presse avec Mariam Boya. La quasi-totalité des journaux parvenus à notre rédaction ce vendredi s'est penchée sur la question sécuritaire. Ainsi, l'Observateur fait état des mesures particulières de sécurité annoncées par le ministre de Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej, répondant à une question d'actualité lui adressée par le député du MLC, Germain Kambinga, sur les mesures de sécurité des institutions de la République à la suite des attaques de Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi et Kindu. Richard Mouyej a annoncé entre autres la mise sur pied d'une commission ad hoc pour déterminer le degré de responsabilité des uns et des autres, le lancement d'un mandat d'arrêt contre le prophète Mukungubila, l'application rigoureuse de la réglementation sur le fonctionnement des églises de réveil, suivi de la fermeture immédiate des églises non en règle, en l'occurrence celle de Runiga et de Mukungubila. Relayant la même information, la Prospérité relève que le ministre de l'Intérieur a confirmé que l'ordre a aussitôt été rétabli sur l'ensemble du pays et les assaillants n'ont pu pénétrer dans les endroits stratégiques comme dans un moulin. Quant à l'identification des assaillants et leurs commanditaires, les opérations menées ont permis de procéder à l'arrestation de certaines personnes. Le Phare consacre sa une aux retombées de l'affaire Mamadou Ndala. Le planificateur et exécuteur de ces vaillants officiers des FARDC ont fait une grosse erreur en éliminant cet officier qui a cassé les mythes de l'invincibilité de l'armée rwandaise en territoire congolais. La défaite militaire de M23 a sonné de glace pour tous ceux qui, civils comme militaires congolais, ougandais, rwandais et autres, se faisaient de beurre sur le sang de millions de Congolais. La disparition de Mamadou n'a pas réussi à freiner la détermination de tout un peuple de faire échec aux velléités d'aliénation à une partie de son espace vital ou de pillage de ses ressources naturelles. Le potentiel, quant à lui, s'inquiète des conséquences des conflits et des infiltrations d'hommes armés centrafricains à l'Équateur. Pour ce journal, tous les ingrédients sont désormais réunis pour une détonation qui pourrait se faire à grande échelle. On pourrait dire que la province de l'Équateur est au bord de l'implosion. Le décor qui s'est mis en place rappelle celui qui a prévalu quelques mois avant que le Nord Kivu prenne feu. La tension latente peut éclater à tout moment entre les communautés de l'Équateur d'une part et entre les ex-militants de FACA et les fugitifs de la Séléka d'autre part. Kinshasa devrait anticiper et prendre les taureaux par les cornes pour éviter que l'Équateur ne marche sur les traces du Nord Kivu. La même crainte est exprimée par le Dépêche de Brazzaville. Celle-ci suggère au gouvernement congolais d'accorder aux provinces orientales et de l'Équateur une attention soutenue pour éviter que le horde d'éléments incontrôlés ne perturbe l'ordre public et la quiétude de ces deux provinces. Des mesures idoines devront être prises très rapidement pour neutraliser ces rebelles fugitifs en commençant par les désarmer. Ça sera tout pour cette revue de presse. Nadine Laing. Merci Mariam Boya pour cette revue de presse et merci à vous pour votre fidélité à Télé 7. Bonsoir.
Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. La direction de l'inspection générale des finances a le regret d'annoncer à tout son personnel, aux amis et connaissances, le décès inopiné de Madame Myriam Iyeleza Elengue, épouse de l'inspecteur général des finances, coordonnateur adjoint, survenu le jeudi 2 janvier 2014 à Kinshasa. Le programme des funérailles se présente comme suit. Vendredi 10 janvier 2014, levée du corps à la morgue de la clinique Galiema à 11h, exposition dans la salle paroissiale Christ-Roi, 6 avenue Assosa, dans la commune de Kasavubu. Samedi 11 janvier 2014, inhumation au cimetière de Bentekefuti, Nouvelle Cité, à 14h. Ce communiqué tient lieu de faire part. La direction de l'inspection générale des finances a le regret d'annoncer à tout son personnel, aux amis et connaissances, le décès inopiné de Madame Myriam Iyeleza Elengue, épouse de l'inspecteur général des finances, coordonnateur adjoint, survenu le jeudi 2 janvier 2014 à Kinshasa. Le programme des funérailles se présente comme suit. Vendredi 10 janvier 2014, levée du corps à la morgue de la clinique Galiema à 11h, exposition dans la salle paroissiale Christ-Roi, 6 avenue Assosa, dans la commune de Kasavubu. Samedi 11 janvier 2014, inhumation au cimetière de Bentekefuti, Nouvelle Cité, à 14h. Ce communiqué tient lieu de faire part. La famille Kingombe a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur frère, papa, oncle, grand-père Nicolas Kingombe Risasi, mort survenu au centre médical Sonal des suites d'une courte maladie. Le programme se présente de la manière suivante. Levée du corps le vendredi 10 janvier 2014 à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo. Le corps sera exposé sur l'avenue Mokoto, numéro 44, commune de Ngiringiri, croisement Mokoto-Gambela. L'inhumation aura lieu le samedi 11 janvier 2014 au cimetière de Kinkole. Le deuil se tient sur l'avenue Mongana, numéro 6, dans la commune de Ngiringiri. Référence marché Mariano. Ce communiqué tient lieu de faire part. La famille Kingombe a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur frère, papa, oncle, grand-père Nicolas Kingombe Risasi, mort survenu au centre médical Sonal des suites d'une courte maladie. Le programme se présente de la manière suivante. Levée du corps le vendredi 10 janvier 2014 à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo. Le corps sera exposé sur l'avenue Mokoto, numéro 44, commune de Ngiringiri, croisement Mokoto-Gambela. L'inhumation aura lieu le samedi 11 janvier 2014 au cimetière de Kinkole. Le deuil se tient sur l'avenue Mongana, numéro 6, dans la commune de Ngiringiri. Référence marché Mariano. Ce communiqué
tient lieu de faire part.